je nourris beaucoup d'espoir. Et la situation ne se prête pas aux certitudes. J'ai beaucoup d'espoir, mais davantage d'appréhension. Et certaines me paraissent, à moi en tout cas, assez graves. C'est difficile de développer un projet éducationnel malgré les énormes efforts de l'État. Et les besoins deviennent de plus en plus énormes. Ce qu'on peut constater, c'est que ce pays, credo d'une même table, autour d'un même enjeu, l'école haïtienne. Monsieur le représentant du Premier ministre, chers collègues ministres ici présents, chers partenaires de la communauté internationale, le contexte dans lequel se tiennent ces assises est marqué par une crise multidimensionnelle profonde. Et là encore, je vous remercie, Pierrot, d'en avoir esquissé les grandes lignes et mis en relief les doutes. Le pays est traversé par le doute. Nous doutons. Nous doutons de nous doutons de notre avenir, nous doutons de tout. Et cette crise multidimensionnelle qui fragilise nos institutions, le pays est désinstitutionnalisé, éprouve nos familles et hypothèque l'avenir de notre jeunesse. Et là encore, je suis très heureux que les enfants, l'avenir de ce pays soit présent symboliquement à ces assises. Dans un tel contexte, parler d'éducation n'est ni un luxe, ni un exercice de convenance. C'est un acte de responsabilité historique. L'éducation demeure le socle de la souveraineté nationale, le creuset de la citoyenneté et le principal levier de reconstruction sociale, économique et politique. Lorsqu'un système éducatif vacille, il y a la nation tout entière qui s'effrite avec lui. Le diagnostic qui a été élaboré au ministère collectivement nous impose une lecture lucide et courageuse de la situation. Il révèle que un système éducatif soumis à de fortes pressions structurelles sur la crise, soulignons-le, elle est à la fois structurelle, le vieux modèle, le vieux système, la vieille société, et ses rapports, les rapports entre l'État et les citoyens, le rapport entre l'État et la société, les vieux rapports de clivage, ville-campagne, grandes écoles, petites écoles. Donc, il révèle que c'est éducatif soumis à de fortes pressions structurelles, avec 861 812 enfants au préscolaire. Je remercie Nancy pour cette statistique. Plus de 2 645 000 élèves concentrés au niveau de l'enseignement fondamental, contre environ 566 000 au secondaire. Il met également en évidence une réalité particulièrement préoccupante. Près de 400 000 enfants grandissent en bas de l'école. Le problème de l'accès, dont a parlé Pompilus dans ses propos, ballotté entre des périodes de scolarisation éphémère et un décrochage souvent définitif. À cela s'ajoutent des parcours scolaires fragilisés, marqués par des taux élevés de redoublement et de décrochage, qui traduisent une inefficience interne persistante et une reproduction des inégalités sociales, parce que l'école peut être aussi le lieu de la sélection sociale et le lieu de la reproduction sociale. À cela s'ajoutent les situations non étudiées des enfants sans père ni mère, soit les parents assassinés, des enfants livrés à eux-mêmes. Mesdames et messieurs,
Notre diagnostic révèle également une réalité structurelle fondamentale. Près de 80% de l'offre éducative est assurée par le secteur non public, c'est-à-dire les familles. Suivant certaines études, près de 48% des ressources des familles sont allées vers l'éducation. Ce qui peut expliquer en gros la précarité dans laquelle tombe une grande partie des familles haïtiennes. Cette situation limite la capacité de l'État à garantir l'équité, la qualité et la cohérence du système éducatif sur l'ensemble du territoire national. Il ne s'agit pas ici de désigner des responsables, ce n'est pas notre vœu, mais de reconnaître collectivement que le modèle actuel a atteint ses limites historiques. Ce modèle ne peut aller plus loin. Quand je parle de limites historiques, c'est-à-dire je parle d'un horizon indépassable, on ne peut aller plus loin. La refondation du système éducatif haïtien suppose donc une gouvernance renouvelée, fondée sur la régulation, la responsabilité partagée, la transparence et le renforcement du rôle stratégique de l'État éducateur. La dévalorisation progressive de l'enseignement public en Haïti est le produit des réformes éducatives. Si là où se mène l'action éducative, c'est-à-dire la salle de classe, il n'y a pas d'amélioration concrète, ça ne sert à rien que les partenaires internationaux donnent de l'argent, que le ministère dépense des millions, si la classe, la situation de l'élève n'est pas prise en compte. Et ça, c'est, je veux dire, c'est l'absence de politique publique cohérente et continue de formation et d'évaluation, la précarité des conditions de travail des enseignants et aussi des conditions étudiantes. Certains sont habiles à ne voir que les conditions seules. Il faut voir les conditions étudiantes. Dans quelles conditions les élèves apprennent, s'ils mangent, est-ce que les classes, est-ce que les professeurs viennent, est-ce que les classes sont organisées, s'il y a des activités parallèles académiques, les conditions enseignantes, il faut placer l'élève au cœur de tout. C'est l'intérêt général. À cela s'ajoute la dégradation générale de l'environnement socio-économique, l'instabilité politique et l'insécurité. Je n'ai pas besoin d'évoquer les statistiques. L'année dernière, nous avons eu plus d'1 300 000 déplacés internes, des familles qui sont obligées de laisser leur maison, la petite entreprise, leurs affaires propres, la connaissance, tout. Et plus de 360 000 enfants sont ceux qui perturbent les enfants, ceux qui créent des traumas, des crises d'existence. Donc, je dis, et au cœur de sa gouvernance se trouve l'école publique en particulier. Dans ce contexte, l'enseignement public perd progressivement sa crédibilité sociale. Moi-même, j'ai fait toutes mes études primaires à l'époque dans une école nationale dans mon quartier. C'était la seule qui existait dans mon quartier. J'ai fait mes études secondaires dans le seul lycée qui existait à l'époque, le lycée national Philippe Béguet. Pour 2 départements nord et nord-est, il n'y avait qu'un lycée. Donc, si l'État n'avait pas mis en place pour moi ce lycée, je n'aurais pas été ce que je suis maintenant, ministre de l'Éducation nationale. Voilà pourquoi il faut tout faire pour revaloriser l'enseignement public. La revalorisation de l'enseignement public en Haïti suppose une rupture stratégique fondée sur une vision nationale claire de l'éducation comme bien public, comme bien commun, parce que c'est un levier central du développement. Cette perspective passe par une professionnalisation accrue du corps enseignant, la modernisation des curricula, le renouvellement des méthodes pédagogiques. Par exemple,
Quand j'étais directeur de centre secondaire, j'avais déjà commencé à mettre dans les écoles l'approche par compétence. Quand je suis devenu ministre, j'ai trouvé des programmes fondés, basés sur la pédagogie par objectif. Dans certaines écoles, c'est la pédagogie par objectif, dans d'autres, une approche hybride, approche par compétence, ce qui perturbe la performance des études. Vous voyez? Donc il faut renouveler les perspectives pédagogiques. Il faut aussi aller vers la mise en place de la filière technologie, sortir de l'enseignement général pour aller vers la filière technologie. Donc, chers amis, cela demande et exige également une meilleure articulation entre l'école, les besoins du pays et les réalités locales. Il s'agit de parler des territoires. L'école se trouve dans les territoires, les collectivités territoriales, les municipales, afin de restaurer la confiance des familles et de redonner à l'enseignement public sa fonction d'outil d'égalité de chance, de cohésion sociale, de construction de la citoyenneté. Mesdames et messieurs, chers partenaires, participants, chers collègues ici présents, ces assises ne sont ni une formalité institutionnelle, ni une consultation de plus. Il y en a eu tellement. Elles constituent un moment de vérité nationale. Nous allons nous regarder en face avec cette donnée. Nous sommes réunis non pas pour produire un document de plus, mais pour construire ensemble une vision refondatrice. Refonder, c'est de cela qu'il s'agit. Aller à la base, voir d'abord le préscolaire, le fondamental, le secondaire, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, je salue la présence des membres de la DER. Oui, il faut aller vers une vision refondatrice, réaliste et ambitieuse de l'école haïtienne. Les débats qui s'ouvrent de quelques instants devront répondre à des questions essentielles telles que comment garantir le droit effectif à l'éducation pour chaque enfant dans les territoires et dans les circonscriptions. Est-ce que tout le monde est à l'école? Parce que l'État n'a pas dit en 2026 tout le monde est à l'école. Comment améliorer durablement la qualité des apprentissages et restaurer la confiance dans l'école? J'ai parlé à l'occasion de l'ouverture des classes cette année de la restauration de l'autorité de l'école. L'école doit être le garant. Quelle que soit la situation, l'école doit fonctionner, les élèves doivent fonctionner. J'ai toujours aimé prendre l'exemple du Japon. À chaque tremblement de terre, la première préoccupation du gouvernement japonais est de s'assurer que les enfants se retournent à l'école. Comment renforcer la formation technique et professionnelle comme voie de dignité, d'insertion et de développement? Comment doter l'État des capacités nécessaires pour piloter, réguler et accompagner le système éducatif? Monsieur le représentant du Premier ministre, son directeur du cabinet, chers collègues ministres, responsables de tout niveau, chers partenaires de la société civile, le gouvernement de la République que dirige M. Alexis Fils-Aimé est pleinement conscient que la refondation du système éducatif ne se décrète pas. Elle exige du temps, de la cohérence, du courage politique et surtout un engagement collectif grave, associant l'État, les collectivités, les partenaires techniques et financiers, les églises, les cultes religieux, dont le vaudou, la société civile, les éducateurs, les familles et les apprenants eux-mêmes, c'est-à-dire les enfants. Je tiens à souligner que cette refondation ne sera ni imposée d'en haut, ni dictée de l'extérieur.
Elle sera le fruit d'un dialogue national inclusif. Quand il s'agit de parler de dialogue d'État, de conversation d'État, j'ai trouvé que cette perspective était intéressante. Il faut porter l'État à dialoguer. L'éducation, c'est l'enjeu, parce que c'est l'intérêt commun. Il faut défendre, non pas les intérêts des groupes et des particuliers, mais l'intérêt collectif. Oui, et cette conférence, ces dialogues, ces assises, c'est, si vous voulez, un échange, une constitution par la pensée avec la société haïtienne. En ouvrant ces assises nationales, je rappelle, chers amis, chers participants, à votre lucidité, à votre sens de responsabilité, mais aussi à votre audace collective. L'histoire jugera notre génération, non pas sur la gravité des crises traversées, mais sur notre capacité à transformer ces crises en opportunités de refondation. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Il semble à cette manie de me confier des tâches qui ne sont pas au départ les miennes. Il me demande d'appeler le représentant du Premier ministre, Diane Xizébé, le maître Axel Joseph, pour qu'il prononce le discours du PM. Empêché, il n'a pas pu être là avec nous. Donc, j'ai le plaisir, mesdames et messieurs, de vous demander credo d'une même table autour d'un même enjeu. L'école haïtienne. Monsieur le représentant du Premier ministre, chers collègues ministres ici présents, chers partenaires de la communauté internationale, le contexte dans lequel se tiennent ces assises est marqué par une crise multidimensionnelle profonde. Et là encore, je vous remercie, Théo, d'en avoir esquissé les grandes lignes et mise en relief les doutes. Le pays est traversé par le doute. Nous doutons. Nous doutons de nous doutons de notre avenir, nous doutons de tout. Et cette crise multidimensionnelle qui fragilise nos institutions, le pays est désinstitutionnalisé, éprouve nos familles et hypothèque l'avenir de notre jeunesse. Et là encore, je suis très heureux que les enfants, l'avenir de ce pays, soient présents symboliquement à ces assises. Dans un tel contexte, parler d'éducation n'est ni un luxe, ni un exercice de convenance. C'est un acte de responsabilité historique. L'éducation demeure le socle de la souveraineté nationale, le creuset de la citoyenneté et le principal levier de reconstruction sociale, économique et politique. Lorsqu'un système éducatif vacille, et la nation tout entière qui s'effrite avec lui, le diagnostic qui a été élaboré au ministère collectivement nous impose une lecture lucide et courageuse de la situation. Il nous révèle qu'un système éducatif soumis à de fortes pressions structurelles sur la crise, soulignons-le, elle est à la fois structurelle, le vieux modèle, le vieux système, la vieille société, et ses rapports, les rapports entre l'État et les citoyens, le rapport entre l'État et la société, les rapports, les vieux rapports de clivage, ville-campagne, grandes écoles, petites écoles. Donc, il révèle que c'est éducatif soumis à de fortes pressions structurelles, avec 861 812 enfants au préscolaire. Je remercie Nancy pour ce statistique. Plus de 2 645 000 élèves concentrés au niveau de l'enseignement fondamental, contre environ 721
566 000 au secondaire. Il met également en évidence une réalité particulièrement préoccupante. Près de 400 000 enfants grandissent en bas de l'école. Le problème de l'accès dont a parlé Pompilus dans ses propos. Ballotté entre des périodes de scolarisation éphémère et un décrochage souvent définitif. À cela s'ajoutent des parcours scolaires fragilisés, marqués par des taux élevés de redoublement et de décrochage, qui traduisent une inefficience interne persistante et une reproduction des inégalités sociales, parce que l'école peut être aussi le lieu de la sélection sociale et le lieu de la reproduction sociale. À cela s'ajoutent les situations non étudiées des enfants sans père ni mère, soit les parents assassinés, des enfants livrés à eux-mêmes. Mesdames et messieurs, notre diagnostic révèle également une réalité structurelle fondamentale. Près de 80% de l'offre éducative est assurée par le secteur non public, c'est-à-dire les familles. Suivant certaines études, près de 48% des ressources des familles sont allées vers l'éducation. Ce qui peut expliquer en gros la précarité dans laquelle tombe une grande partie des familles haïtiennes. Cette situation limite la capacité de l'État à garantir l'équité, la qualité et la cohérence du système éducatif sur l'ensemble du territoire national. Il ne s'agit pas ici de désigner des responsables, ce n'est pas notre vœu, mais de reconnaître collectivement que le modèle actuel a atteint ses limites historiques. Ce modèle ne peut aller plus loin. Quand je parle de limites historiques, c'est-à-dire je parle de l'horizon indépassable, on ne peut aller plus loin. La refondation du système éducatif haïtien suppose donc une gouvernance renouvelée, fondée sur la régulation, la responsabilité partagée, la transparence et le renforcement du rôle stratégique de l'État éducateur. La dévalorisation progressive de l'enseignement public en Haïti est le produit des réformes éducatives. Si là où se mène l'accès éducatif, c'est-à-dire la salle de classe, il n'y a pas d'amélioration concrète, ça ne sert à rien que les partenaires internationaux donnent de l'argent, que le ministère dépense des millions, si la classe, la situation de l'élève n'est pas prise en compte. Et ça, c'est, je veux dire, c'est l'absence de politique publique cohérente et continue de formation et d'évaluation, la précarité des conditions de travail des enseignants et aussi des conditions étudiantes. Certains sont habiles à ne voir que les conditions seules. Il faut voir les conditions étudiantes. Dans quelles conditions les élèves apprennent, s'ils mangent, est-ce que les classes, est-ce que les professeurs viennent, est-ce que les classes sont organisées, s'il y a des activités para-et-péri-académiques. Les conditions, c'est il faut placer l'élève au cœur de tout. C'est l'intérêt général. À cela s'ajoute la dégradation générale de l'environnement socio-économique, l'instabilité politique et l'insécurité. Je n'ai pas besoin d'évoquer les statistiques. L'année dernière, nous avons eu plus d'1 300 000 déplacés internes, des familles qui sont obligées de laisser leur maison, la petite entreprise, leurs affaires propres, l'acte de naissance, tout. Et plus de 360 000 enfants sont ceux qui perturbent les enfants, ceux qui créent des traumas, des crises d'existence. Donc, je dis, et au cœur de sa gouvernance se trouve l'école publique en particulier. Dans ce contexte,
l'enseignement public perd progressivement sa crédibilité sociale. Moi-même, j'ai fait toutes mes études primaires à l'époque dans une école nationale dans mon quartier. C'était la seule qui existait dans mon quartier. J'ai fait mes études secondaires dans le seul lycée qui existait à l'époque, le lycée national Philippe Béguet. Il n'y avait pas de. Pour deux départements nord et nord-est, il n'y avait qu'un lycée. Donc, si l'État n'avait pas mis en place pour moi ce lycée, je n'aurais pas été ce que je suis maintenant, ministre de l'Éducation nationale. Voilà pourquoi il faut tout faire pour revaloriser l'enseignement public. La revalorisation de l'enseignement public en Haïti suppose une rupture stratégique fondée sur une vision nationale claire de l'éducation comme bien public, comme bien commun, parce que c'est un levier central du développement. Cette perspective passe par une professionnalisation accrue du corps enseignant, la modernisation des curricula, le renouvellement des méthodes pédagogiques. Par exemple, quand j'étais directeur de l'enseignement secondaire, j'avais déjà commencé à mettre dans les écoles l'approche par compétence. Quand je suis devenu ministre, j'ai trouvé des programmes fondés, basés sur la pédagogie par objectif. Dans certaines écoles, c'est la pédagogie par objectif, dans d'autres, une approche hybride, une approche par compétence, ce qui perturbe la performance des études. Vous voyez? Donc il faut renouveler les perspectives pédagogiques. Il faut aussi aller vers la mise en place de la filière technologie, sortir de l'enseignement général pour aller vers la filière technologie. Donc, chers amis, cela demande et exige également une meilleure articulation entre l'école, les besoins du pays et les réalités locales. Il s'agit de parler des territoires. L'école se trouve dans les territoires, les collectivités territoriales, les municipales, afin de restaurer la confiance des familles et de redonner à l'enseignement public sa fonction d'outil d'égalité de chance, de cohésion sociale, de construction de la citoyenneté. Mesdames et messieurs, chers partenaires, participants, chers collègues ministres ici présents, ces assises ne sont ni une formalité institutionnelle, ni une consultation de plus. Il y en a eu tellement. Elles constituent un moment de vérité nationale. Nous allons nous regarder en face avec ces données. Nous sommes réunis non pas pour produire un document de plus, mais pour construire ensemble une vision refondatrice. Refonder, c'est de cela qu'il s'agit. Aller à la base. Voir d'abord le préscolaire, le fondamental, le secondaire, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, le salut, la présence des membres de la LERF. Oui, il faut aller vers une vision refondatrice, réaliste et ambitieuse de l'école haïtienne. Les débats qui s'ouvrent dans quelques instants devront répondre à des questions essentielles telles que comment garantir le droit effectif à l'éducation pour chaque enfant dans les territoires et dans les circonscriptions. Est-ce que tout le monde est à l'école? Est-ce que l'État n'a pas dit en 2026 tout le monde est à l'école? Comment améliorer durablement la qualité des apprentissages et restaurer la confiance dans l'école? J'ai parlé à l'occasion de l'ouverture des classes cette année de la restauration de l'autorité de l'école. L'école doit être le garant. Quelle que soit la situation, l'école doit fonctionner, les élèves doivent fonctionner. J'ai toujours aimé prendre l'exemple du Japon. À chaque tremblement de terre, la première préoccupation du gouvernement japonais est de s'assurer que les enfants se retournent à l'école. Comment renforcer la formation technique et professionnelle comme voie de dignité, d'insertion et de développement? Comment doter l'État
les capacités nécessaires pour piloter, réguler et accompagner le système éducatif. Monsieur le représentant du Premier ministre, son directeur du cabinet, chers collègues ministres, responsables de tout niveau, chers partenaires de la société civile, le gouvernement de la République que dirige M. Didier Fils-Aimé est pleinement conscient que la refondation du système éducatif ne se décrète pas. Elle exige du temps, de la cohérence, du courage politique et surtout un engagement collectif grave, associant l'État, les collectivités, les partenaires techniques et financiers, les églises, les cultes religieux, dont le vaudou, la société civile, les éducateurs, les familles et les apprenants eux-mêmes, c'est-à-dire les enfants. Je tiens à souligner que cette refondation ne sera ni imposée d'en haut, ni dictée de l'extérieur. Elle sera le fruit d'un dialogue national inclusif. Quand Guissage m'a parlé de dialogue d'État, de conversation d'État, j'ai trouvé que cette perspective était intéressante. Il faut porter l'État à dialoguer. L'éducation, c'est l'enjeu, parce que c'est l'intérêt commun. Il faut défendre, non pas les intérêts des groupes et des particuliers, mais l'intérêt collectif. Oui, et cette conférence, ces dialogues, ces assises, c'est, si vous voulez, un échange, une construction par la pensée avec la société haïtienne. En ouvrant ces assises nationales, je rappelle, chers amis, chers participants, à votre lucidité, à votre sens de responsabilité, mais aussi à votre audace collective. L'histoire jugera notre génération, non pas sur la gravité des crises traversées, mais sur notre capacité à transformer ces crises en opportunités de refondation. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Ils sont à cette manie de me confier des tâches qui ne sont pas au départ les miennes. Ils me demandent d'appeler le représentant du Premier ministre, Didier Fils-Aimé, le maître Axel Joseph, pour qu'il prononce le discours du PM. Empêché, il n'a pas pu être là avec nous. Donc j'ai le plaisir, mesdames et messieurs, de vous demander chaudement